Pour ou contre la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort? Jusqu'où les règles internationales vont primer sur les usages de la République démocratique du Congo? Face à face spécial, je reçois ce mardi 2 avril, après le journal de 19h, Maître Joël Mbamba Kona Matadi-Wamba, vice-président de la CNDH, Commission nationale pour la défense des droits de l'homme. Rediffusion ce mercredi 3 avril, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Mardi 2 avril, aujourd'hui on parle de la peine de mort, avec un avis de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, relatif à la levée du moratoire de la peine de mort. Vous le savez, depuis quelques semaines, le gouvernement a décidé de lever ce moratoire. La situation s'y prête avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. M23, oui, Rwanda, absolument, mais comment réagissent les FARDC? Que se passe-t-il au sein de l'armée? Le gouvernement veut pallier à ce qui doit être considéré comme manquement en abolissant le moratoire, en condamnant donc à la peine de mort et surtout en exécutant ceux qui sont coupables de différents crimes, notamment apposés au code pénal. On y revient dessus avec madame ou maître, avocate au barreau de Kinshasa Matete, maître Joël Mbamba Kona Matadi-Wamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Alors, attendez, excusez-moi, on ne va pas commencer directement. Aujourd'hui, on est le 2 avril, je l'ai dit, le lendemain du 1er. C'était pas un 1er avril. Hier, le président annonçait qu'il nommait comme Premier ministre une dame, Madame Judith Souminoa Toulouka. Réaction de la dame que vous êtes? Je salue cette nomination qui est une avancée dans la masculinité positive pour laquelle le président de la République a été désigné par ses pairs lors du sommet de l'Union africaine comme champion de la masculinité positive. Donc moi je pense que c'est une bonne chose et vu que Madame le Premier ministre l'a dit, elle va avoir un gouvernement de compétences. Et nous devons mettre au devant les compétences et sortir de ces stéréotypes de sexe, de genre et tout ça. Et de politique aussi. Et de politique, surtout. Mais aujourd'hui, cette majorité, elle est identifiée au sein de politiques qui ont été élus à l'issue des élections. Est-ce qu'elle pourra se prémunir de ces machines politiques qui vont ou pas l'investir à l'Assemblée nationale? Elle devra, si on lui accorde cette charge, c'est qu'elle a un mot à dire. On doit mettre au devant la compétitivité et la compétence surtout, que les autres considérations qui n'ont pas apporté grand-chose à la nation. Alors de compétences, on va parler aujourd'hui. Il va être question, et vous êtes, vous, très compétente en matière de droit. Vous êtes la vice-présidente, je le disais, de la Commission nationale des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme qui vient de rendre un avis sur la levée du moratoire. Le gouvernement décide qu'il faut le lever. La peine de mort doit être pour différents motifs exécutée. Ce qui n'était plus le cas depuis 2002, si je ne m'abuse. Alors que dans le monde entier, de plus en plus, on abolit la peine de mort, particulièrement depuis 1981 en France. Beaucoup de pays ont suivi, 140. C'est vrai que en France, aux États-Unis, on continue d'exécuter dans certains États, mais on abolissait régulièrement la peine de mort pour éviter le risque d'exécuter un innocent. La CNDH, dans son avis, ne dit pas non, mais dit non tant que certaines dispositions de la loi ne sont pas prises. Dites-nous en plus. Merci. Déjà, la CNDH, qui est une institution d'appui à la démocratie, qui est censée donc conseiller, accompagner les institutions de l'État, notamment le gouvernement, en ce qui concerne le volet droits de l'homme, n'a pas été consultée lorsque cet avis, la note circulaire de Madame la ministre de Justice a été émise. Et on aurait pu apporter notre contribution en amont. C'est pour cela qu'on a pris un avis en aval pour accompagner cette décision qui émane de la souveraineté de l'État. Nous sommes par essence et par nature un État, on va dire, abolitionniste. Parce que depuis l'époque du président Mobutu, quoi que nous ayons dans notre arsenal juridique la peine de mort, on ne l'appliquait pas, on l'a appliquée
durant quelques années seulement et très peu. Donc, au fond, nous n'avons pas cette essence rétentionniste. On est par nature abolitionniste, mais on n'a pas fourni suffisamment d'efforts pour abolir. Maintenant, nous avons ce moratoire de 2003 qui est tombé. Avec la note circulaire de Madame la ministre, on a émis un avis pour ressortir le volet droits de l'homme à prendre en compte, parce que les considérations sont plutôt d'ordre sécuritaire et pour essayer d'éradiquer la traîtrise ainsi que le banditisme urbain. Il faut intégrer, tel que c'est dit dans la Constitution, la norme des droits de l'homme qui est reprise dans les instruments juridiques que nous avions librement ratifiés, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques que nous avions ratifié, qui prévoit des dispositions abolitionnistes pour que nous puissions sortir de notre arsenal juridique la peine de mort. Voilà. Mais la peine de mort est toujours dans les peines affligeables par la justice en République démocratique du Congo. Et on constate, vous l'avez dit dans le passé, depuis Mobutu, de 1978 à 1997, il y avait un moratoire. En 1997, à l'arrivée de la FDL, le pays a commencé à exécuter. On a été le deuxième pays qui tuait le plus. De 1999 à 2002, il y a un nouveau moratoire. Et en 2002, alors que cela correspond plus ou moins à une nouvelle guerre, on le lève de nouveau. On le rétablit en 2023. Et aujourd'hui, en 2024, comme en 97, comme en 2002, on veut le rétablir parce qu'il y a urgence. Alors, entre l'urgence de sécurité pour des faits qui menacent la nation et l'arsenal juridique que, notamment à la CNDH, ça on peut vous le reprocher, vous n'avez pas aidé la République à se doter. Vous êtes conseiller du gouvernement, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui prime ? En tout cas, ce qui prime d'abord, c'est la vie humaine, ce que je peux vous dire. Il faut partir des instruments juridiques. Les instruments juridiques internationaux, on a tendance à les mettre dans nos préambules, dans tous nos textes, mais à croire que ce sont des slogans. Pourtant, ce sont des normes qui doivent nous aider à orienter nos textes en interne en fonction. Alors, la vie humaine est censée être au centre, c'est dit dans la Constitution et dans les instruments juridiques ratifiés. Et même, je peux vous dire que le Congo en tient compte. Si vous regardez les textes qui régissent l'exécution des peines elles-mêmes, de la peine de mort notamment, ce sont des textes qui datent de l'époque coloniale. Pour dire que, en tout cas, depuis que le Congo est Congo, pris en main par les Congolais, on n'a pas l'essence d'organiser l'exécution. On utilise des arrêtés royaux de 1800 et quelques, imaginez un peu, en vigueur jusqu'à présent. On n'a pas dans notre arsenal l'idée de donner la mort. Et même ces textes-là, on n'exécute pas du jour au lendemain ici. On exécute après que tous les recours imposés par la loi impose qu'en cas de condamnation à la mort, que le ministère public lui-même fasse appel. C'est quelque part pour préserver, dans la mesure du possible, la vie, mais jusqu'à la dernière minute. Donc, c'est un peu ça l'essence de notre pays. Et on devrait faire primer ces valeurs, justement. C'est pour cela que notre avis va dans le sens d'encourager une sortie. On prend cette décision du gouvernement comme une opportunité pour revoir faire le toilettage de nos textes et sortir progressivement la peine de mort de nos incriminations. Le gouvernement décide de lever le moratoire. Vous parlez d'une opportunité. Demain, des exécutions peuvent avoir lieu. Vous demandez le toilettage des textes. Pourquoi ne pas l'avoir demandé avant? Pourquoi le demander maintenant que le gouvernement, lui, décide vous dites que la personne, votre terme précis est la vie humaine est sacrée, la vie humaine prime, mais l'article 16 de la Constitution qui le dit, l'article 61 de la même Constitution qui le dit, la nôtre de Constitution, n'interdit pas la peine de mort. Pourquoi avoir attendu maintenant, vous conseiller en cette matière du gouvernement? Non, nous n'avons pas attendu maintenant. Il y a un avis de la CNDH précédent celui-ci de 2017 qui avait déjà
demandé au gouvernement de sortir de notre arsenal juridique du code pénal, donc toutes les incriminations sanctionnées par la peine de mort. Ici, nous avons pris un avis parce que nous avons été surpris. La compétence étant d'attribution, c'est le gouvernement qui décide pour ces questions-là. C'est pas la CNDH. Nous, on est un organe qui conseille. Alors, lorsqu'il y a une décision coulée et une note circulaire qui suit pour exécuter cette décision-là, donc on lève le moratoire, on dit la peine va s'exécuter. C'est en ce moment-là qu'on intervient. Parce que nous, notre avis, celui de 2017 qui avait demandé l'abolition de la peine de mort existe. Mais le gouvernement, cette année, a pris une direction de rétablir les exécutions. C'est en ce moment-là qu'on intervient. Oui, mais le gouvernement ne l'a pas fait directement. Le gouvernement a alerté l'opinion. On a eu vent qu'il se préparait quelque chose. Pendant qu'on avait eu vent, même si vous n'avez pas été consulté, qu'a fait la CNDH? En tout cas, on n'a pas fait grand-chose parce qu'on a déjà parlé sur ces questions-là. On a un avis que le gouvernement a pour nous emmener à faire abolir la peine de mort. Alors, la peine de mort ne peut être, selon toutes les dispositions et actes internationaux que la République démocratique du Congo a signés, que pour les crimes les plus graves. Or, la circulaire qui lève le moratoire parle notamment d'association de malfaiteurs, elle parle notamment de lâcheté, association de malfaiteurs pour les civils, lâcheté pour les militaires, des crimes qui ne peuvent pas être considérés comme les crimes les plus graves, entendu homicide intentionnel. Comment jugez-vous cette circulaire? Déjà, il y a deux points de vue. Une avancée parce que les levées de moratoire d'antan ou d'avant, levées en général pour toutes les infractions, celle de cette fois-ci du 9 février est circonscrite. Le gouvernement a dit que pour un certain nombre de circonstances, notamment l'état de guerre ou l'état d'urgence, ou bien dans les zones à forte criminalité où la police doit intervenir, ou dans les circonstances exceptionnelles. On a 4 cas de figure pour se voir appliquer. C'est pas tous les cas. Ça, c'est déjà une avancée parce qu'on a circonscrit les cas pour lesquels on doit appliquer justement ces dispositifs. Et c'est au juge d'en tenir compte. Parce qu'on dit au juge que vous allez apprécier à travers les faits qu'on vous soumet si on est dans un état d'urgence, dans un cas de guerre ou dans les cas énumérés dans la note circulaire. C'est déjà une manière de circonscrire pour dire que pour les autres cas qui ne rentrent pas dans ce champ d'application, eh bien, ces cas, voilà, on ne va pas exécuter la peine de mort. Maintenant, pour ce qui concerne les infractions, c'est le sens de notre avis même. On a fait une recommandation au gouvernement, celle de tenir compte de l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ne prévoit la peine de mort que pour les cas, les infractions les plus graves, celles qui sont commises en temps de guerre principalement et qui ont pour résultat direct et immédiat la mort, donner la mort. Alors, c'est ce qu'on demande d'intégrer. Si on intègre cette donne, puisque la décision est déjà prise, on va avancer, mais on recommande également que l'on puisse ratifier le deuxième protocole facultatif qui se rapporte au pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec, si l'on veut garder la peine de mort pour les cas les plus graves, avec une réserve au départ, parce que la réserve, d'après ce protocole, ne se fait qu'au départ, au moment de la ratification. Vous dites qu'on émet une réserve que pour les cas de guerre, et seulement les cas de guerre, et pour les infractions les plus graves, eh bien, on va encore appliquer la peine de mort. Voilà un peu dans quel sens nous sommes allés, parce que si nous laissons cette circulaire comme ça, eh bien, ça va être difficile à circonscrire pour un juge. Vous nous disiez que depuis 2017, vous aviez un avis. Oui. Pour abolir la peine de mort. Depuis 1940, l'article 5 du Code pénal livre, lui, il a instauré la peine de mort parmi les peines applicables en RDC. Ça fait quand même depuis 84 ans que ça y est. Vous donnez un avis en 2017 et puis plus rien.
La CNDH existe depuis 2015. Déjà, pour commencer, la loi organique qui nous a créé date de 2013. Et nous sommes la nouvelle équipe. Nous avons pris nos fonctions depuis une année. Et depuis une année, nous avons trouvé cet avis. Et lorsque la question s'est prêtée, elle est revenue sur la table, nous avons rapidement sorti notre avis. Donc, voilà un peu l'historique de la CNDH et de ces animateurs actuels que vous avez devant vous. La CNDH qui est, je le répète, conseil du gouvernement, qui n'est pas la Cour constitutionnelle, mais dans une constitution qui a son article 16 et son article 61, la vie humaine qui prime, est-ce que cet article 5 qui prévoit la peine de mort n'est pas en contradiction ou n'est pas inconstitutionnel? Non, non, ce sont des principes. Même la liberté de mouvement, la liberté de mouvement. Lorsqu'on vous arrête, l'arrestation est une exception. Il y a des conditions pour lesquelles la loi autorise qu'on puisse mettre quelqu'un en état d'arrestation. Notamment lorsque vous êtes en marge de cette même loi. Autant pour la mort, la vie humaine est sacrée et la mort n'est pas administrée par fantaisie. C'est une sanction prévue dans notre arsenal, le code pénal qui date de 1940, époque coloniale encore. Alors on parlait des crimes les plus graves, homicide volontaire ou intentionnel. Face à ces crimes graves, vous dites non, on n'applique plus dans certaines dispositions la peine de mort, mais face à ces crimes graves, vous êtes pour l'exécution de la peine de mort, parce qu'il faut souligner que dans le droit congolais, il n'y a pas d'appel à la condamnation à mort, ou alors pour des peines alternatives? Nous sommes pour la vie, les peines alternatives. Évidemment, nous l'avons dit dans notre avis, une commission nationale des droits de l'homme avec tous les instruments juridiques, notamment le statut de Paris qui a institué les règles pour créer une commission des droits de l'homme, on est censé promouvoir la vie et toutes les valeurs de dignité humaine. Notre avis va dans le sens de recadrer la décision. La décision est déjà prise, de la recadrer et d'introduire la donne droit de l'homiste, si vous pouvez me permettre l'emprunt, pour que les exécutions, mais vraiment, ne se fassent que dans un cadre des cas les plus graves. Il faut circonscrire, sinon on va aller dans tous les sens. Nous ne pouvons pas être pour la peine de mort. Par nature, notre institution défend la vie. Vous défendez la vie, mais que faire? C'est à cette raison, de cette manière que le gouvernement semble répondre à cette question. Que faire pour inciter ceux qui trahissent, ceux qui font que pareille décision arrive sur la table, à ne plus commettre crimes et forfaits? En tout cas, les mettre en état d'arrestation suffit déjà à stopper leurs actions, pour commencer. C'est pas la mort qui résout la criminalité dans le monde. Mais la mort peut servir de leçon à ceux qui voudraient faire comme eux plus tard. Ou pas. Ou pas. Pas toujours. Parce que nous avons des exemples comme les États-Unis, par exemple, qui appliquent encore. Mais la criminalité continue. Ça ne s'est pas arrêté pour autant. Ça ne s'est pas arrêté pour autant. La mort est une façon parfois de décourager, mais parfois pas. Parfois pas. Mais elle décourage quand elle doit décourager. Si certains pays continuent à appliquer, si elle revient, si la levée de ce moratoire revient de manière cyclique, il y a bien une raison. La raison, c'est que nous n'avons pas pris une décision définitive. Nous sommes entre le moratoire où on pourrait sortir. La raison de lever, pas lever, oui. Mais la raison de l'application de désir, parce qu'il y a eu plusieurs résolutions, même au niveau international, à l'ONU, la République démocratique du Congo s'abstient toujours. Elle ne prend jamais part pour la levée de la peine de mort. Il y a bien une raison. C'est peut-être que c'est dans notre aussi, j'aime pas ce mot, mais c'est peut-être que c'est dans notre ADN, que c'est notre manière à nous de dire non à des pensées d'ailleurs. Pas forcément. On croit que ça va nous aider, mais en réalité, on note de vivre. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une exécution. Moi, non. Mais à ce qu'on m'en a dit, eh bien, après l'exécution, vous avez au moins le silence de mort prend tout son sens. Hein. Personne n'a ce plaisir ou ce désir d'ôter la vie. Oui, mais comment
punir celui qui s'est donné le droit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre autrement que de lui donner à lui la mort. Je ne suis pas pour la peine de mort ou contre. Je vous pose la question à vous parce que c'est ça la question de ceux qui ne veulent pas abolir la peine de mort. On le punit en le mettant en prison pour le restant de ses jours, c'est-à-dire hors d'état de nuire, parce que s'il est en prison, il ne va pas sortir pour commettre un autre meurtre, il ne sortira pas. Par contre, on pourrait éventuellement, et l'histoire nous l'a démontré, avoir des cas d'erreur judiciaire. Imaginez une personne qui est condamnée à mort et qu'on veut exécuter. Ce cas s'est déjà produit. Vous voyez qu'on l'a condamné pour le meurtre de M. Christian Lusakweno, par exemple, et qu'il voit M. Christian Lusakweno dans le public lorsqu'on veut l'exécuter. C'était une erreur en ce moment-là. Évidemment, la loi exige qu'on suspende directement et qu'on aille en révision. Ces cas peuvent arriver, les cas des erreurs, mais également les cas de représailles. C'est pour cela qu'on se dit, comme la justice est gérée par les humains, il vaut mieux être le plus prudent possible, ne pas rapidement et facilement administrer la mort. Et même ici, la peine de mort, elle est prononcée, elle n'est pas exécutée ipso facto. Il faut épuiser toutes les procédures jusqu'au refus de la grâce présidentielle que vous allez solliciter. En ce moment-là, le ministère public regarde encore si vous êtes dans les conditions et il vous fait un réquisitoire pour qu'on puisse vous exécuter. C'est long, ça ne se fait pas en un jour. Parce que entre ces entrefaites, tout peut arriver. On peut se rendre compte qu'on a commis une erreur. Le débat pour ou contre la peine de mort en France, il date de 1981. À l'avènement de François Mitterrand, Robert Badinter, qui est mort il n'y a pas longtemps, a été celui qui a couché ça sous forme de loi, alors, en tout cas un des artisans. La question beaucoup posée même là-bas à l'époque, c'est mais comment punir? Comment est-ce que la famille qui a vu son membre assassiné, froidement ou pas, peut se guérir ou peut refaire sa vie, peut penser à autre chose, sachant que celui qui est l'auteur de cet assassinat n'a pas eu jugement identique ou sentence identique et qu'il reste pour 10 ans, voire un jour est dans la possibilité de sortir et de continuer à vivre. Comment la réparation doit être de quel ordre? Est-ce que les sociétés, même les sociétés occidentales qui sont abolitionnistes, ont eu ce débat? Chez nous, ici, on ne l'a pas encore eu. Il s'agit, Monsieur Christian Lusakweno, d'une question de justice. Il faut faire une ligne de démarcation entre la justice et la vengeance. La vengeance, c'est œil pour œil. Vous me prenez mon œil, je prends le vôtre et je considère qu'on est quitte. Mais la justice, une personne qui est déjà privée de tous ses droits et de toutes ses libertés, eh ben, elle a déjà répondu de son crime quelque part, et on l'a mise en impossibilité de nuire aux autres. C'est une question de justice, et la justice humaine se doit d'être clémente. Sinon, ça va pas le faire. Oui, mais la justice, c'est aussi, je quitte la peine de mort, je reviens à Kinshasa. Une certaine époque, une opération contre les Kuluna qui brise des vies, qui laisse des gens handicapés, arrêtés au nom de la défense des droits de l'homme. Cela est souvent incompris. Alors, cette justice clémente, pourquoi ne profite-t-elle qu'à celui qui a commis crime? Les peines, l'arsenal juridique a prévu cela pour les criminels. C'est pas pour les victimes. Pour les victimes, il y a les réparations. Lorsqu'on a perdu une vie, cette vie est partie, elle ne va pas revenir, même si on prend celle de l'autre ou bien on vous remet des millions. Alors, autant encadrer ceux qui sont encore vivants et sur terre et justement donner le bon ton à l'humanité. Commencer à faire tomber des têtes... C'est vieux, ça ne se fait presque plus. Voilà pourquoi on a plus de 140 États membres des Nations Unies qui ont sorti la peine de mort, qui n'appliquent plus la peine de mort dans leur arsenal juridique. Et il reste une trentaine de pays à tout compter, la RDC comprise.
Et on devrait justement aller vers l'abolition totale de la peine de mort. C'est pas encore le cas. Voilà pourquoi notre avis va dans le sens d'encadrer ou de recadrer ce qui a été fait par l'autorité compétente, en proposant que sur le long terme, on puisse abolir en adhérant au protocole facultatif notamment. On oppose souvent ceux qui abolissent à ceux qui n'abolissent pas en monde d'exécution et monde libre. Paradoxalement, les États-Unis se trouvent dans ce monde d'exécution, en tout cas pour de nombreux États. Réaction ? Bon, ça, ce sont des terminologies, pour moi, abolitionnistes, rétentionnistes. On ne l'est pas toujours dans l'absolu. Moi, je pense que la nature humaine, elle est clémente, elle est déjà en soi abolitionniste. Alors, les États suivent tout simplement, suivant leur souveraineté et le taux peut-être de criminalité ou les réalités internes, quelle politique appliquer pour la répression des infractions et les infractions les plus graves. Les États-Unis, vous savez que le port d'armes est autorisé. Alors, la criminalité a une forme différente que la nôtre ici. Il y a des bandes, des gangs, des cartels et toutes choses d'organisation que nous n'avons pas forcément. Il y en a de plus en plus chez nous aussi. Bon, de plus en plus, voilà pourquoi l'État réfléchit à sa manière pour voir comment décourager ces organisations qui font rage. Il y a donc pour vous des raisons de maintenir cette peine de mort? Non. Pourtant, ce que vous excusez aux États-Unis, vous le permettez pas en RDC. Je parle de leur contexte qui est présent et actuel. À eux, vous trouvez des raisons qui ne sont pas celles de la République démocratique du Congo? Non. Non, je ne leur trouve pas de raison. Je parle juste de ce qui se passe là-bas et qui est actuel. Qu'on n'est pas forcément obligé de prendre pour exemple. Ce que moi j'ai dit et pourquoi je l'ai dit, c'est que nous avons, nos réalités et notre forme de criminalité qui prend de l'ampleur. Il y a des communes où la population est en train de quitter parce qu'on ne sait plus dormir, on ne sait plus regarder son voisin sans avoir peur de perdre une jambe ou un membre de sa famille. Alors ça, ce sont des problèmes de société, des problèmes réels pour lesquels l'État doit réagir, mais alors réagir très rapidement. Ça, c'est une réponse que l'État a proposée. On l'a subie comme tout le monde, on ne la trouve pas parfaite. Voilà pourquoi on a émis un avis pour essayer de recadrer. On leur dit, écoutez, il faut intégrer cet aspect droit de l'hommiste dans ce que vous avez déjà décidé, jusqu'à ce que, sur le long terme, nous sortions la RDC de la zone des exécutions. On reste dans le droit de l'homisme, comme vous le dites. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, vient de commencer une opération spéciale hier. Vient de commencer une opération spéciale pour maîtriser les Kuluna. La précédente avait été arrêtée par les droits de l'homiste au nom du respect des droits des Kuluna qui semblent donc en avoir plus que le paisible citoyen qui doit quitter chez lui pour vivre heureux. Non. Aujourd'hui, vous allez faire quoi? Vous allez suivre de près ce que fait la police. Vous allez vous porter en défenseur de nouveau des Kuluna contre la population? Nous n'allons pas défendre les Kuluna, nous défendons la vie humaine et la vie de tout le monde. Parce que, tenez, regardez, lorsqu'on arrête, il y a une manière parfois que la police use une force qui est disproportionnée. On a vu, nous, des civils, des manifestants civils se faire tirer dessus alors qu'ils n'étaient pas armés. La police, il faut l'encadrer parce qu'avec cette adrénaline sur terrain, qu'elle fasse son travail correctement, même lorsqu'elle arrête des personnes criminelles présumées. Alors, il faudrait déjà que ça soit prouvé. On doit accompagner, parce que c'est notre travail. La Commission nationale des droits de l'homme est censée, d'ailleurs, on travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour leur faire intégrer ces normes également pour respecter. Même lorsque vous mettez en état d'arrestation, il y a des choses
choses et des pratiques que vous devez suivre pour que la dignité de la vie humaine soit respectée en toutes circonstances. C'est comme ça que la nation va s'élever. Est-ce qu'on peut être digne avec des personnes indignes? Il y a de tout dans ce monde et dans tous les pays, même les pays qui ont l'air calmes, la criminalité existe, c'est dans la nature de l'homme. Lorsque vous allez même à la prison de Makala, il y a cet écriteau, vous jugez vos semblables, ou nous jugeons nos semblables, je ne sais plus, mais ça ressemble à ça. Ce sont des humains comme nous. Peut-être que dans les circonstances similaires, on pourrait par accident ou causer la mort. On n'est pas à l'abri. Étant humain, on peut même accidentellement causer la mort à son prochain. Sans le vouloir, ça arrive. Ce sont nos semblables et on doit intégrer toutes les normes relatives à la dignité humaine pour que ces personnes soient appréhendées. Imaginez qu'on les brûle avec des pneus à la rue sans leur donner l'occasion de se défendre. Les droits de la défense est garanti par la Constitution. Ça, c'est la justice punitive. Personne ne dit être pour cela. Alors, autre sujet, j'aurais voulu aborder avec vous aujourd'hui, l'ordonnance du 11 septembre 2023, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, comme quoi ça évolue, 83 ans plus tard. Code pénal congolais, ça c'est sur le genre. Il est notamment stipulé qu'est constitutif, article 174, d'infraction, d'intimidation, de stigmatisation basée sur le genre, tout acte d'harcèlement, de représailles et de menaces de représailles commis intentionnellement à l'encontre d'une personne, de ses proches, des témoins, des dénonciateurs ayant pour but d'entraver la prise en charge des victimes et la poursuite des auteurs. Oui. D'autres articles aussi, d'autres articles viennent enrichir le code pénal congolais. Satisfaite de ces avancées? Oui, pour les avancées, mais il y a encore du chemin. Je pense qu'il y a le travail de la société civile, d'où nous venons, était de pousser justement qu'on intègre ces normes ou ces donnes de genre. Ce qu'on ne s'est pas pris en compte, nous avons, des infractions ou des incriminations. Le viol, par exemple, lorsqu'il est pratiqué dans un cadre familial ou dans le foyer, les incestes ou bien le viol conjugal, lorsque la norme genre n'est pas prise en compte, on trouve que les peines ne sont pas forcément appropriées. Alors, il fallait qu'avec ce lobby de la société civile, notamment l'association Sofepadi, qui a milité fortement pour qu'on ait ces dispositions en plus, que ce lobby justement soit entendu. Et là, on voit que le chef a entendu et suivi le cri de la femme. Alors, les modifications portent sur l'intimidation et la stigmatisation basée sur le genre, sur les coutumes rétrogrades, on parle de nombreuses coutumes, du lévira et du sorora forcé, des violences basées sur le genre à travers les réseaux de communication et d'information, du voyeurisme, du chantage. La CNDH va participer à ces différentes réformes. La CNDH y a participé. Moi, personnellement, pour représenter la CNDH, j'étais dans le comité de pilotage de ce projet avec Sofepadi et d'autres activistes tels que Maître Belinda Luntadila, qui était anciennement membre de la CNDH. On a énormément contribué à ressortir justement et à faire des propositions dans ce sens-là. Et le chef de l'État a suivi. Donc, on le fait. Aujourd'hui, une femme peut attaquer son mari au Congo en justice pour viol. Pas encore pour viol, parce que c'est pas prévu. Il faut qu'on puisse avancer, aller dans cette direction. Le viol a les dispositions génériques et générales. Un monsieur à la rue peut violer ou une femme, hein, et on lui applique la même peine que si c'était le mari qui est condamné pour cela. Et nous, on aimerait qu'on fasse ce distinguo, autant pour le viol conjugal que pour le viol en famille. Les cas des incestes, le viol incestueux et
et tout ça. Bon, il y a déjà des dispositions qui protègent l'enfant, la loi portant protection de l'enfant, pour dire que lorsqu'une personne qui exerce une autorité, notamment un parent, un maître de culte, ou toutes ces personnes-là commet un viol, c'est une circonstance aggravante et la peine sera doublée, évidemment. Mais on aimerait avoir ça dans notre arsenal, parce qu'on est dans une société où le viol conjugal, par exemple, lorsqu'on en parle, les gens disent, mais non, ils sont mariés, comment vous pouvez parler de viol? Alors que le consentement pour l'acte sexuel, l'acte physique, est censé être requis tout le temps, même pour les mariés. Systématiquement. Tout le temps. Non, mais la question c'est systématiquement. Systématiquement. Sinon viol. Ah ben sinon viol. Lorsque je n'ai pas consenti, je suis par exemple suffisamment bourré pour ne pas me reconnaître moi-même, ne pas savoir ce que je fais ni où je suis. Chacun des deux personnes doit consentir à l'acte. Autant pour les hommes, ça va dans les deux sens. Parce que si la personne n'a pas consenti, déjà au départ, c'est un acte qui est censé vous apporter satisfaction à tous les deux. Si la personne n'a pas consenti, il faut s'abstenir. On voit qu'une réforme du code pénal et du système juridique et des applications des peines est nécessaire en République démocratique du Congo, mais on doit aller jusqu'où et dans quel sens? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on se rend compte qu'à l'international, beaucoup de choses changent et que les droits de l'homme priment surtout. Or, en Afrique, récemment, on l'a vu encore au niveau de l'Église catholique, où les évêques africains sont montés contre une recommandation du pape. En Afrique, on veut aller moins loin qu'ailleurs. Alors, est-ce que, à l'opposé de ce monde occidental permissif, récemment encore en Allemagne, on vient d'autoriser pour des besoins récréatifs la consommation du cannabis, l'Afrique peut aussi se permettre de tout légiférer. Non, nous avons... Nous sommes en fait une symbiose ou un cocktail, comme je l'appelle, de culture pluriculturelle. On a ce que l'Occident nous a apporté et légué avec la colonisation. On a ce que les ancêtres nous ont laissé, que nous avons encore à travers nos coutumes qui sont source de droit jusqu'à présent. On a nos textes maintenant pour piloter tout ça. On doit prendre des décisions, prendre une direction, dire ce que nous voulons faire de cette nation. Exemple, les coutumes rétrograde qu'on fait tomber. On s'est dit que ce siècle, on ne va pas accepter qu'une femme, par exemple, qui vient de perdre son mari, eh bien, qu'on la mette par terre, qu'elle reste par terre pendant des heures et des heures. On va peut-être raser son crâne, lui demander de danser, on ne sait pas comment, alors qu'elle est en train de pleurer en ce moment. Il y a des coutumes qui réduisent souvent la femme, et on est victime, puisqu'on ne demande pas la même chose à l'homme. Eh bien, ces coutumes-là, on les a trouvées, mais on a pris une décision. Cette fois-ci, les coutumes rétrogrades qui sont jugées de nature à minimiser, à ne pas consacrer la dignité humaine, ces coutumes sont censées tomber progressivement avec ces dispositions. Donc nous devons prendre, nous, le courage de dire ce que nous voulons faire de cette nation, partant de ce que l'Occident, avec tous les instruments juridiques qu'on a ratifiés, et de ce que nous connaissons de nos coutumes, qu'est-ce qu'on prend? Et ça nous revient. Nous avons la souveraineté pour nos décisions. Nos représentants nationaux au Parlement là-bas représentent toutes les cultures, les 450 ethnies en principe, et dans ce sens-là doivent pouvoir justement mener les choses dans la bonne direction, la direction de promouvoir ce que nous allons nous considérer comme valeur et de ne pas tout prendre comme ça à la sauvette. Exemple, le cas des LGBTQ et plus et tout ça. On n'a pas encore accordé un statut particulier. Pas encore. On pourrait l'accorder, beaucoup disent non. Vous dites pas encore. Je dis pas encore.
parce que c'est pas le cas. Il n'y a pas un endroit où on leur reconnaît un statut avec une protection particulière comme on le fait pour les personnes vivant avec handicap, étant des personnes entre guillemets vulnérables pour ce cas-là, une couche vulnérable de notre société. J'ai dit pas encore. Si ça arrive, c'est l'État qui va décider, c'est pas moi.